La parole négresse, Awatiam, Yassine. Mon père est sénégalais, naturalisé malien. Ma mère est malienne. J'ai 30 ans. J'ai vécu avec mes parents au Sénégal jusqu'à l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960. Mon père étant décédé, ma mère a regagné le Mali avec tous ses enfants. À 18 ans, j'ai été mariée à un Ivoirien qui résidait, à l'époque, provisoirement à Bamako. Je n'avais jamais eu à discuter quoi que ce fût émanant de mes parents et me concernant. J'avais été élevée dans cet esprit-là. Je suis de parents forgerons. Je n'y ai jamais mis les pieds dans une école, si ce n'est pour y faire inscrire mes 2 grands-enfants. Mon mari était un petit commerçant qui faisait les lignes Abidjan, Bamako, Ouagadougou. Il avait élu, en définitive, domicile à Abidjan, où je fus obligée de le rejoindre. À mon arrivée à Abidjan, nous étions installés dans une chambre en sous-location, dans le quartier de Tréchville. J'essayais péniblement de m'adapter à cette nouvelle vie qui m'était presque entièrement étrangère. Il me fallait apprendre à parler la langue des Baoulés et celle des Sénoufous. Par contre, je m'entendais parfaitement bien avec les membres de la colonie sénégalaise résidant en Côte d'Ivoire, étant donné que je comprenais leur langue. Nous eûmes 2 enfants, mais nous avions toujours gardé cette même petite chambre. Je commençais à m'y sentir à l'étroit. Je fus enceinte pour la 3e fois après 5 ans de mariage. C'est lors de cette grossesse qu'un soir, vers 23 heures, en rentrant de voyage, mon mari s'amena avec une jeune femme. « C'est ma nouvelle épouse. Elle s'appelle X, me dit-il. Tu vas devoir nous céder le lit. Ce soir, tu prendras la natte qui se trouve là dans le coin pour toi et les 2 enfants, ajouta-t-il. J'étais abasourdie. Est-ce que je rêve? Me demandai-je. Je sentais la terre se dérober sous mes pieds. J'eus l'impression que j'allais m'évanouir et je m'assis sur le lit. Non, je ne rêvais point. Il fallait que je cède ma couche à cette nouvelle venue, ma rivale. Quel culot, me dis-je intérieurement. Que faire? Je n'eus pas le temps de réaliser tout cela. Comme une automate, à moitié endormie, je pris la natte et m'y installai avec mes 2 enfants. J'avais opté pour le silence et la soumission. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Me révolter? En quoi faisant? Chercher à mettre cette jeune femme hors de cette chambre? Avoir une prise de gueule avec mon mari? Me battre avec lui? Non. Je l'aurais fait que j'aurais, peut-être, mis en danger la vie de l'enfant que je portais, ainsi que la mienne. Ce qui m'importait en ce moment-là, c'était de les préserver. De ce jour, mon existence allait prendre une toute autre tournure. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j'optais pour l'effacement. C'est la nouvelle mariée qui faisait la cuisine et la lessive pour notre mari. Ce sont 2 activités dont se glorifient et s'enorgueillissent la plupart des coépouses si les résultats en sont appréciés par leurs époux. Je n'avais plus qu'à me préoccuper de mes propres affaires et de mes enfants. Il était difficile de se supporter. Un ménage à 3 avec 2 enfants dans une seule pièce. Tous les soirs, mon mari me faisait subir l'affront de suivre, en silence, ses ébats amoureux avec ma coépouse. Au bout de quelques jours, n'en pouvant plus, j'ai demandé, quoique ne changeant pas grand-chose à la situation, à mon mari s'il consentait à ce que l'on installe un paravent qui séparerait la chambre en 2, ce qui leur permettrait à sa nouvelle épouse et à lui d'être plus tranquilles ou seuls au moment où ils en éprouvaient le besoin. Il trouva excellente mon idée, mais ce fut à moi de débourser pour couvrir les frais de cette installation. Après cela, ils ne firent qu'apprécier. J'en étais à mon 5e mois de grossesse lorsque ma soi-disant coépouse fit irruption dans cette chambre, ma chambre. Les 4 mois durant lesquels je devais continuer à porter mon 3e enfant dans mon sein me paraissaient interminables, tant l'atmosphère dans laquelle je vivais était démentielle. Je dus, contre mauvaise fortune, faire bon cœur,
ou du moins le tentais-je. Je ne connaissais personne à qui me confier dans cette ville. Je me limitais à mes activités ménagères. Les rares personnes à qui j'adressais la parole ou que je connaissais, plus ou moins, ne m'inspiraient pas tellement confiance pour que je puisse leur faire des confidences. Aussi, de nos jours, il n'est pas rare de voir que bon nombre de gens à qui l'on s'adresse ou l'on se confie, loin de vous aider à résoudre vos problèmes, les divulguent et, le plus souvent, en riant de vous, à votre insu. Voilà pourquoi, à Abidjan, j'ai évité de nouer des relations amicales très poussées, indépendamment du fait que ma position sociale ne me le permettait pas. L'amitié suppose une certaine réciprocité. De plus, je n'ai jamais voulu mêler les autres à mes problèmes de ménage. Même ma mère. C'était peut-être là une grave erreur. Mais qu'en savais-je? Après l'accouchement et le baptême de mon troisième enfant, je pris la résolution de partir retrouver ma mère à Bamako, au Mali, si mon mari ne mettait pas un terme à cette monstrueuse vie qu'il m'imposait. Les jours passaient. Il n'y a eu guère de changement au niveau de notre ménage à trois. Économiquement, je dépendais essentiellement de mon époux. Me fallait-il aussi compter sur lui pour m'en aller d'Abidjan? Sans rien lui annoncer ni l'avertir, je vendis les bijoux en or que de son vivant mon père m'avait forgés et offerts pour me procurer mon billet d'avion Abidjan-Bamako et ceux de mes enfants et avoir un peu d'argent de poche. Une fois prête à partir, je l'avisai de ma décision. Je ne peux plus supporter ce mode de vie. Plutôt que de prendre une deuxième épouse, tu aurais mieux fait de trouver une solution aux différents problèmes de subsistance que je t'ai déjà posés et une seconde chambre pour tes enfants. Maintenant qu'il n'y a plus rien entre nous, je veux regagner la maison de ma mère à Bamako. Pour toute réponse, il ricana. « C'est une bonne chose, dit-il, pensant qu'il s'agissait d'une bonne plaisanterie puisque je dépendais de lui financièrement. Dès cet instant, j'ai estimé n'avoir plus rien à lui dire. Le même jour, après le déjeuner, alors qu'il était reparti en ville pour son commerce, j'ai rassemblé les vêtements de mes enfants, les miens, ainsi que les ustensiles de cuisine. Et je suis parti. J'ai voyagé par la voie routière. Après de multiples anicroches, je parvins à Bamako. La fatigue et la souffrance m'avaient miné. Ma mère, stupéfaite, me reçut avec des larmes. Quand je lui ai parlé de ce qu'était ma vie auprès de mon homme, auprès de mon mari, elle n'en revenait pas. Quelques jours après mon retour, mon mari a écrit à ma mère pour avoir de mes nouvelles. Plus tard, je reçus une lettre de lui me demandant de le rejoindre à Abidjan. Il affirmait qu'il m'aimait toujours. Je ne donnai pas suite à sa lettre. Ma mère non plus. Ne s'étant jusqu'alors pas présenté au domicile de ma mère, il profita du départ pour Bamako d'un de ses amis commerçants pour lui demander de venir voir ma mère et moi. Ce dernier était chargé de convaincre ma mère de la nécessité pour moi de regagner le domicile conjugal afin qu'elle fasse pression sur moi. Car, en fait, en Afrique noire, quand une femme quitte le domicile conjugal et regagne la demeure de ses parents, à la suite d'un conflit l'ayant opposé à son mari, il est convenu que celui-ci, s'il tient encore à elle, vienne la chercher. Il peut aussi envoyer un parent, un ami ou une délégation de personnes pour discuter avec ses beaux-parents du différend qui l'oppose à sa femme. Ce fut le cas avec l'une des épouses de M. Y, une amie de Bamako. Ayant été injustement accusée d'adultère, elle avait quitté son mari pour se réfugier chez ses parents. Là, après s'être plainte, elle fut accueillie à bras ouverts. Son mari dépêcha une délégation de personnes chez ses parents qui préférèrent qu'il se présente lui-même. C'est ce qu'il fit. Bien que cette femme ne fût restée chez ses parents que pendant 6 jours, il a tout de même fallu que son mari débourse 30 000 francs maliens qui lui furent remis. Cette somme est symbolique. C'est une façon de dire qu'il n'y a plus de problème entre les époux, ou plutôt que le conflit qui les opposait est résolu. J'ai passé 6 mois chez ma mère, avant que ce monsieur n'arrive de la part de mon mari.
Depuis que je l'ai quitté avec mes enfants, je n'ai pas reçu 1 centime de lui. Nous étions tous à la charge de ma mère qui était une exciseuse renommée dans notre quartier. Grâce à ce que lui remettaient les parents des filles excisées, on vivait, du moins on survivait. Aussi, lorsque cet envoyé de mon mari se présenta, ma mère lui dit « Il faut que votre ami verse à sa femme ses 6 mois de pension et celle de ses enfants d'une part, et d'autre part que nous déterminions ensemble dans quelles conditions elle pourra rejoindre son domicile. »« Il le fera, » affirma-t-il. Voilà 3 ans qu'il n'a toujours rien fait, ni envers moi, ni envers ses enfants. J'ai pu, entre-temps, faire des économies en vendant des beignets d'abord, puis des pagnes que je teignais à l'indigo, ce qui m'a permis de suivre des cours de couture. Maintenant, je suis couturière, le commerce des pagnes ne réussissant pas par les temps qui courent. Ainsi, j'assume mes besoins, ceux de mes enfants, et je viens en aide à ma mère. En ce moment, 3 hommes mariés et partisans de la polygamie tentent vainement de me faire la cour, mais je ne suis pas prête à aller avec le premier venu, bien que mon entourage m'exhorte vivement à mettre un terme à mon célibat. J'attends de trouver un homme bon, en qui je puisse avoir confiance. 1 an après mon départ d'Abidjan, j'ai appris que celle que mon mari prétendait avoir épousée, alors qu'il n'en était rien, l'avait quitté pour un homme plus fortuné que lui. C'est à cette époque que j'ai reçu une dernière lettre de lui me disant qu'il n'aimait que moi, qu'il était trompé par son amante, qu'il était ruiné, qu'il avait besoin de moi, qu'il m'aimait maintenant davantage. Parole de repenti. C'est au bout de cette année que le divorce religieux a été, à ma demande, prononcé.